On accueille tout de suite David Rigoulet-Rose. Bonsoir à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé à l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24 ce soir. David Rigoulet-Rose, l'Élysée a détaillé quelque peu la visite d'Emmanuel Macron demain à Tel Aviv. Il y a d'abord la volonté de manifester la solidarité de la France avec Israël et les Français d'Israël. Je rappelle que 30 Franco-Israéliens ont été tués le 7 octobre dernier. 7 ressortissants français sont toujours portés disparus à cette heure. La présence du chef de l'État, elle est nécessaire auprès des familles des victimes et des familles d'otages, ou est-ce seulement un symbole ? Ah non, c'est pas seulement un symbole. D'ailleurs, il y avait eu des hésitations sur la programmation, puisque la visite du chef de l'État intervient après celle de plusieurs chefs de gouvernement ou d'État occidentaux, en l'occurrence. Et lorsqu'il avait annoncé ce qu'il envisageait de venir, il avait dit qu'il voulait pouvoir obtenir des choses utiles, entre guillemets. Donc la question était effectivement la définition des dites choses utiles. En l'occurrence, il y a évidemment la problématique des otages qui est fondamentale, puisqu'il en a fait une affaire presque personnelle. Et à ce titre, il a été effectivement sollicité vigoureusement par les familles des otages concernés. Et puis en toile de fond, il y a évidemment l'idée d'essayer c'est un exercice d'équilibre aussi, pour ne pas donner l'impression que la position française incline trop dans un sens et pas assez dans l'autre. Donc c'est un voyage, une visite quand même qui est compliquée. Alors qu'est-ce qu'il peut obtenir justement quant à cette question des otages ? Je le rappelle, 7 ressortissants français ou franco-israéliens sont portés disparus. On a en revanche identifié une otage, une jeune femme d'une vingtaine d'années, Mia Hachem. Elle est pour l'heure la seule Française identifiée comme otage du Hamas. Qu'est-ce que le président français peut concrètement obtenir et avec qui est-ce qu'il peut négocier sa libération ? De toute façon, la négociation se fait via le Qatar. D'ailleurs, ça a été explicité par le président français et également d'ailleurs par l'administration américaine. C'est vrai que le Qatar joue le rôle d'interface, tout simplement parce que le Qatar entretient des relations avec toutes les parties, y compris évidemment avec le Hamas. Donc on compte beaucoup sur le Qatar, entre guillemets, même si évidemment la situation est quand même compliquée parce qu'il ne s'agit pas de quelques otages. Il s'agit de plus de 220 otages aujourd'hui et donc de multiples nationalités. Ce qui fait que la problématique des otages, en fait, a internationalisé la crise de facto. Ça ne concerne pas uniquement des binationaux israéliens. Il y a également des étrangers. On pense aux Thaïlandais ou à d'autres pays. Donc c'est effectivement très compliqué. Et là, je pense à la visite de Joe Biden. Il s'était rendu auprès du Premier ministre Netanyahou et quelques heures après, 2 otages franco-israéliennes ont pu être libérés. On peut espérer un tel scénario après la visite d'Emmanuel Macron ? Oui, quand Joe Biden, effectivement, mais la situation de Joe Biden n'est pas la même que celle du président français. On sait très bien que le poids américain, évidemment, pèse très lourd au niveau de la négociation. Et l'écoute vis-à-vis d'un président américain n'est pas forcément celle vis-à-vis d'un président français, même si, évidemment, cette écoute existe. Donc il y a la prise en compte de ces données qui sont compliquées à gérer, d'autant plus qu'il y a la perspective d'une opération militaire terrestre et que la problématique des otages, évidemment, interfère avec le calendrier des impératifs militaires. Selon l'Élysée toujours, Emmanuel Macron envisage donc de discuter de la création d'un État palestinien et de l'arrêt de la colonisation, appelé aussi à la reprise d'un processus de paix. Est-ce que le président français peut vraiment faire bouger les lignes ? Est-ce que la voix de la France compte aujourd'hui au Proche-Orient ? Probablement pas autant qu'elle a pu compter par le passé. Et là, de toute façon, la séquence qui s'ouvre laisse peu de place à ce type de discussion. C'est-à-dire, quelle séquence ? À quelle séquence vous faites allusion ? La séquence qui s'ouvre est une séquence militaire et pas du tout politique. Alors, le politique viendra probablement après, mais on n'en est pas là. Donc vous faites référence à l'offensive terrestre ? Oui, notamment à la fois l'offensive terrestre et la possibilité d'une logique escalatoire qui préoccupe tout le monde, le président français au premier chef. Donc effectivement, la problématique effectivement politique d'un retour à une négociation, malheureusement, n'est pas d'actualité aujourd'hui. Elle le sera peut-être après, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, les impératifs sont essentiellement des impératifs à caractère militaire.
Le président français n'appelle pas clairement à un cessez-le-feu. Est-ce qu'il pourrait retenir le bras de l'armée israélienne alors en allant sur place? Ah, c'est peu probable. Le seul qui serait en mesure de le faire et qui l'a probablement fait ponctuellement, c'est le président Joe Biden. Même s'il vient de déclarer que de toute façon, il n'était pas favorable à un cessez-le-feu sur la bande de Gaza. C'est dire... Avant la libération des otages, c'est ce qu'il déclare. Voilà. C'est dire la complexité de la situation. Merci beaucoup, David Rigoleros. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir sur France 24. L'heure maintenant du journal de